Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce dernier jour de la semaine de l'innovation. Je vous rappelle, on a une collecte de très bonnes idées qui est en cours et qui va s'achever ce week-end, donc n'hésitez pas à poster votre idée innovante pour gagner un gros lot. Pour cette dernière journée, on accueille Sandrine Catla et Guillaume Pernoud, qui sont tous les deux directeurs associés de NetExplo, avec au programme comment le numérique transforme les modes d'organisation de l'entreprise. Voilà, donc on peut leur donner le meilleur accueil et je vais les laisser faire leur exposé. Merci beaucoup. Bonjour, merci. On est ravis évidemment d'intervenir dans le cadre de cette semaine de l'innovation. Sandrine prendra la parole après moi pour décrypter un certain nombre d'évolutions des organisations des entreprises à l'ère numérique. On salue évidemment les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent à distance, qui est déjà un exemple de nouvelle organisation permise par le numérique et aussi permis par une évolution culturelle dans la société et de la part des entreprises. Alors NetExplo est un observatoire indépendant. Qui dit indépendant dit qu'en fait on n'a rien à vendre de particulier. On n'est pas pour ou contre l'innovation numérique. Nous sommes simplement des observateurs et on essaye de montrer, de donner à voir ce que le numérique permet en termes d'usage. Et puis on essaye effectivement de synthétiser, ou en tout cas tirer des enseignements de ce donner à voir à travers des études qui donnent des clés de compréhension sur la façon dont la société évolue impactée par le numérique et par répercussion, la façon dont les relations avec les clients, les relations entre les collaborateurs, les organisations d'entreprise, les gouvernances privées, publiques, sont appelées à vivre leur révolution sous cette influence numérique. Alors, NetExplo produit sa propre matière première, puisque nous travaillons avec 20 universités dans le monde. Et ces universités captent pour NetExplo des usages émergents du numérique, localement, dans leur zone géographique. On remonte chaque année 2000 usages, on analyse ces usages, et puis on crée des palmarès et des panoramas, notamment thématiques. Alors l'objectif de cette rencontre, c'est effectivement de faire une synthèse en une quarantaine de minutes sur la façon dont l'entreprise est appelée à évoluer sous l'influence de cette innovation numérique. La première chose avant de démarrer, c'est effectivement de rappeler 4 convictions que nous avons chez NetExplo et qui sont importantes parce que finalement elles guident évidemment nos travaux. La première chose, c'est de s'intéresser aux usages avant de s'intéresser à la technologie. Alors je sais qu'on est ici en présence de populations qui sont proches de la technologie, de par vos métiers. On ne renie pas la technologie, mais on n'a pas les compétences, nous, et la plupart des gens avec qui nous travaillons, qui sont des dirigeants d'entreprise, ne veulent pas qu'on leur parle de technologie, mais qu'on leur parle qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie. Quel est le champ des possibles? Qu'est-ce que ça apporte en matière d'usage? Donc NetExplo s'intéresse aux usages. Deuxième conviction, c'est d'observer la société. Parce que pour la première fois, peut-être, en tout cas sur ce sujet de la transformation numérique et de l'innovation numérique, on va beaucoup plus vite dans les usages personnels, on va d'ailleurs souvent beaucoup plus vite à la maison que dans l'entreprise. On le voit ne serait-ce qu'au niveau même du marketing, au niveau de l'offre client. Aujourd'hui, les directions marketing regardent ce que font les clients qui vont très vite, les consommateurs sur les médias sociaux avec leur mobile, et elles essayent effectivement de s'adapter à ces évolutions. Troisième conviction, c'est d'avoir une lecture qui est une lecture sociologique de cette innovation, et ça c'est une des particularités effectivement de NetExplo. Quelle société dessine le numérique demain? Et la dernière conviction, qui est une conviction très facile à illustrer dans le monde de la banque, c'est de s'intéresser aux pays émergents et pas seulement de regarder la technologie sur l'axe Paris-San Francisco. Pourquoi? Parce que les pays émergents n'ont pas de passé, ont moins de moyens ou peu de moyens,
Et finalement, c'est la créativité qui porte l'innovation numérique. Avec des téléphones mobiles première génération, avec des réseaux de SMS, beaucoup de pays émergents sont effectivement capables d'organiser les soins, d'organiser l'économie locale, de partager des connaissances, partager la culture, partager le savoir. Donc on trouve ça très intéressant. Et je rappelle effectivement, par exemple, cette initiative au Kenya, M-Pesa, qui est une application de paiement mobile, qui a présidé à l'émergence du paiement sur le mobile qu'on connaît aujourd'hui et que vous avez eu l'occasion aussi de développer au sein du groupe Crédit Agricole avec Quixo, par exemple. Donc c'est intéressant de sortir de cet axe et de regarder effectivement les pays émergents qui sont créatifs et qui font de l'innovation frugale. Alors, derrière toutes les technologies, derrière tout le high-tech très fascinant que l'on observe, on s'intéresse donc à l'usage, et puis on s'intéresse à ce que les individus font de cet usage. Qu'est-ce qu'ils imaginent faire avec, comment ils le détournent aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'innovations digitales qui ont été détournées par les utilisateurs. La vocation de Twitter, telle qu'elle est aujourd'hui, n'était pas tout à fait, par exemple, la vocation initiale. Et puis, il y a des usages qui ne prennent pas. Donc, on essaye d'analyser, effectivement, les raisons de ces succès ou de ces échecs. Et on attache, effectivement, une lecture toute particulière aux bénéfices humains. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît important. On voit que toutes les organisations d'entreprise, on a fait une grande étude glissante sur 2 ans et demi, qui s'appelle NetExplo Digital Ready, qui montrait effectivement, on a interrogé 110 000 collaborateurs dans le monde, le groupe Crédit Agricole y a participé, on a eu 42 ou 43 000 répondants uniques. Quand vous interrogez les collaborateurs d'entreprise sur la question de la transformation numérique de leur entreprise, tous sont d'accord pour dire effectivement, globalement, qu'elle est nécessaire. Donc ils comprennent le mouvement de transformation qui est initié dans différents domaines de l'entreprise et qui est initié souvent au plus haut niveau de l'entreprise par la direction générale. Souvent, en revanche, ce qu'il soulève comme point, c'est que ça crée malgré tout une inquiétude. Et notamment une inquiétude en matière de fragilisation de leur emploi. Ça, c'est l'aspect très individuel, mais aussi, pourquoi pas, une fragilisation des organisations qui sont les organisations en place. Par exemple, une fragilisation des systèmes d'information à partir du moment où chaque individu devient libre de venir avec sa propre machine, d'installer les logiciels qui lui vont bien, etc., etc. Donc effectivement, on regarde l'innovation digitale sous un angle qui nous paraît un angle important, qui n'est pas toujours bien porté dans les messages, c'est celui du bénéfice humain. Qu'est-ce qu'une technologie, et qui plus est un usage porté par une technologie, apporte comme bénéfice à un individu, alors dans sa vie personnelle quand il est citoyen, dans sa vie de consommateur et évidemment dans sa vie de collaborateur. Et c'est effectivement un point important de la transformation des organisations, c'est de raisonner en bénéfice humain. Je vais laisser la parole à Sandrine pour cette première impulsion qui est la dynamique technologique et je vous retrouverai tout de suite après. Alors bonjour à tous. Pour comprendre un petit peu comment les usages numériques qui se présentent à nous depuis plusieurs années et qui ne cessent de s'accélérer vont modifier l'organisation de nos entreprises, l'organisation en termes de process, en termes de méthode de travail, en termes de collaboration, en termes de motivation, de fidélisation des collaborateurs à une entreprise. Il faut probablement se poser 2 questions, ou en tout cas s'intéresser à deux dynamiques que l'on vous propose de suivre avec nous. Une première dynamique qui est inévitablement une dynamique technologique, parce que même si Guillaume l'a rappelé, on s'intéresse peu aux technologies dans le sens développement, programmation informatique. Ces technologies nouvelles qui nous sont proposées par le monde numérique nous proposent différents usages et notamment des interfaces entre l'homme et la machine
qui sont d'un tout autre genre. Hier, vous le savez, pour certains d'entre vous, on a connu l'ère de l'ordinateur bien installé confortablement sur une table qu'il fallait accrocher à une prise. On avait des claviers, on avait des souris. Finalement, quand on voulait accéder à Internet, quand on voulait travailler sur un device, il fallait que l'on soit à son bureau, bien immobile toute la journée. Et puis, en l'espace de quelques années qui sont finalement passées très vite, on voit qu'aujourd'hui, on peut travailler debout dans le métro, dans la rue, à tout moment, du jour et de la nuit, et dans une situation de mobilité quasi permanente, ce qui change évidemment énormément les modes de travail et la manière dont on peut envisager demain l'organisation de l'entreprise. Alors, la première chose qu'on voulait voir rapidement avec vous, c'est à quel point toutes ces innovations numériques qui nous sont proposées aujourd'hui sont de plus en plus nomades, de plus en plus puissantes, donc ça veut dire d'une qualité meilleure, de plus en plus intelligentes et en discussion, en dialogue avec nous, de plus en plus naturelles. Et tout ça, évidemment, concourt à un usage de ces technologies convivial, facile, immédiat, et donc évidemment concourt à ce que ces usages se répandent dans toute la population, des jeunes comme des moins jeunes, des geeks comme des prudents. On voit finalement se répandre ces nouveaux usages digitaux. Alors, évidemment, vous allez voir tout un tas d'exemples dans cette présentation. On n'a pas le temps de tous les passer en revue. Néanmoins, on peut s'arrêter sur quelques-uns ensemble. D'une part, en se disant que toutes ces technologies numériques tendent à nous faciliter la prise d'informations. Encore une fois, hier, il fallait qu'on s'assoie à une table, il fallait qu'on soit sur un écran suffisamment confortable pour lire des grands articles. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui et demain, on va vous proposer de recevoir tout un tas d'informations alors que vous êtes en train de vivre, alors que vous êtes en train de travailler et que vous n'aurez plus jamais besoin d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour obtenir de l'information. Et donc on voit bien que quand on raisonne en termes professionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un collaborateur n'aura pas besoin d'interrompre son geste professionnel pour être augmenté d'une information qui va lui être utile au moment où il doit effectuer ce geste professionnel. Alors, dans la vie de consommateurs et d'usagers, on a déjà évidemment un certain nombre d'innovations qui illustrent ce propos. Tout d'abord avec les lunettes de réalité augmentée. Alors oui, c'est vrai que Google a retardé la mise sur le marché de ces lunettes de réalité augmentée, mais néanmoins, on voit dans le monde professionnel, notamment par exemple dans le monde de la construction, que des masques peuvent venir augmenter des ouvriers sur le terrain et ils vont avoir un certain nombre d'informations sur les gestes qu'ils doivent réaliser au fil de leur mission. On voit aussi chez les constructeurs automobiles tout un tas de développements sur des pare-brises qui vont venir supporter de l'information pour vous aider à choisir votre chemin. Vous ne serez plus guidé par la voix suave de votre GPS ou de votre logiciel Waze, mais vous serez guidé directement sur le pare-brise de votre voiture en suivant une voiture fantôme. Une voiture fantôme qui va juste être devant vous et que vous allez suivre pour trouver votre chemin. Donc on voit bien qu'on a un mode de diffusion de l'information qui est de plus en plus immergé dans ma réalité, qui vient augmenter ma réalité d'une information supplémentaire, mais que je n'ai en aucun cas besoin d'arrêter ce que je suis en train de faire pour prendre cette information. Et puis, au-delà de la prise d'information, on voit bien que l'on va rentrer en dialogue avec nos devices, avec nos intelligences, nos applications, nos intelligences artificielles, de plus en plus naturellement. Parce que, alors qu'hier, on devait apprendre un langage informatique, alors qu'hier, on devait, encore une fois, taper en mots sur une boîte de messages pour réaliser une commande, demain, on va simplement parler à son ordinateur et parler dans un langage tout à fait naturel. C'est le propos de l'application iSpeech Home. iSpeech Home, c'est une intelligence, un logiciel expert qui vous permet de dialoguer avec toute la domotique de votre maison. Et donc, au lieu de vous adresser à vos
vos volets roulants, à votre frigo intelligent, à votre four intelligent, vous allez simplement dire avant de fermer la porte, je pars, je reviens à 18h et nous serons 6 à dîner ce soir. Évidemment, je caricature, évidemment, je schématise. L'idée qu'il y a derrière, c'est que vous allez pouvoir vous adresser à vos intelligences artificielles, à vos objets connectés, à votre ordinateur, comme si vous vous adressiez à votre conjoint, à vos enfants, à votre collègue. Et donc, évidemment, on voit bien à quel point on facilite la transmission d'un ordre d'un humain à une intelligence artificielle. Et puis Leapmotion, c'est un logiciel qui permet de dialoguer avec son ordinateur, avec des gestes. Vous connaissez peut-être évidemment le système de la console Wii, qui permet à vos enfants ou à vous qui êtes de grands adolescents, je n'en doute pas, de jouer en faisant des gestes avec votre console de jeu. Là, demain, on pourra simplement, en faisant un geste, commander l'ordinateur de bord de sa voiture. On voit bien à quel point ça sera plus sécurisant de commander l'ordinateur de sa voiture simplement en faisant un geste, plutôt qu'en regardant non plus la route, mais l'écran tactile ou le clavier de son smartphone ou de l'ordinateur de bord. Donc ces outils numériques transforment la manière dont on rentre en relation avec ces intelligences numériques et lèvent un certain nombre d'obstacles qui permettent d'envisager demain une collaboration tout à fait performante, tout à fait productive, efficace, mais également tout à fait confortable pour le collaborateur, qui va pouvoir prendre de la distance, qui va pouvoir gagner en mobilité par rapport à l'entreprise classique, à son lieu de travail classique. On ne sera plus forcément attaché à un lieu de travail. On peut prendre de l'autonomie et de l'indépendance. Et ce que nous dit la culture numérique, on va le voir ensemble, c'est que vous aurez beau avoir des collaborateurs à distance, qui seront chez eux, qui seront dans d'autres lieux de travail, qui seront peut-être même loin à l'étranger, ils ne seront jamais seuls, ils ne seront jamais isolés. Pourquoi ? Parce que grâce à leur device, et notamment grâce à leur smartphone, ils sont en connexion permanente avec leur équipe et avec l'intelligence de l'entreprise. Alors oui, demain, peut-être aurons-nous affaire à des collaborateurs de plus en plus mobiles et de plus en plus à distance, mais jamais seuls, car ils seront en connexion avec la communauté des collaborateurs que représente l'entreprise. On est là bien dans la culture du peer-to-peer, que l'on connaît à titre personnel dans nos vies privées, dans nos vies de consommateurs. On peut être facilement en relation avec des communautés de gens qui nous ressemblent pour s'échanger des avis, pour se donner des coups de main, pour partager ses ressources. Ce sera la même chose évidemment dans le monde de l'entreprise. On peut être mobile et à distance aussi. Tu peux avancer, Guillaume, merci. On peut être mobile et à distance aussi, mais on est assisté par un certain nombre d'outils numériques qui sont autant d'outils de travail qui viennent m'aider quand je suis à distance du savoir de mon entreprise et de mon équipe. J'ai sur mon smartphone, j'ai sur mes devices un certain nombre d'applications qui vont m'aider à décoder l'environnement dans lequel je me trouve et qui vont éventuellement m'aider à faire les bons choix. Je suis d'ailleurs mobile et à distance de mon entreprise et de mes collaborateurs, mais je suis monitorée, je suis coachée par des intelligences artificielles qui viennent non pas me remplacer, ça c'est pour le côté sombre évidemment sur lequel il faut réfléchir, mais qui vont peut-être venir m'assister en tant que complice bienveillant de bons génies numériques qui vont m'aider à plus confortablement et plus efficacement délivrer ce que je dois délivrer. Alors, tout ça, on le vit déjà dans nos vies personnelles, plus ou moins en fonction de nos habitudes et de nos comportements individuels. Mais vous voyez bien, avec des exemples que je vais vous présenter là, que ça existe déjà et que finalement, le monde de l'entreprise, s'il est encore un peu en retard, va être vite rattrapé par des habitudes que nous pouvons avoir à titre personnel. Je crois que l'une des applications que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Waze, en est un parfait exemple. Vous téléchargez en 2 secondes cette application sur votre smartphone, vous la prenez en main sans besoin d'ouvrir n'importe quel mode d'emploi, c'est tout à fait convivial, c'est tout à fait intuitif. Très rapidement, vous êtes déjà dans l'usage de cette intelligence artificielle qui va vous aider à vous déplacer plus rapidement, plus confortablement dans le flux urbain de l'Île-de-France ou de toute la France entière, voire du monde entier, puisqu'évidemment Waze est présent partout. Et cette mobilité, elle est nourrie par des datas,
des datas récoltées par le logiciel, mais elle est nourrie aussi par la communauté des automobilistes, des gens mobiles qui se déplacent dans les mêmes lieux que vous, au même instant que vous. Donc on voit bien que derrière cette philosophie de Waze, on a à la fois une intelligence qui va collecter de la donnée disponible, qui va la traiter pour vous et qui va vous aider à mieux vous déplacer. Et cette donnée, elle va être augmentée de la participation du plus grand nombre à la collecte de cette donnée qui va mener à une analyse plus pointue. L'usage des outils numériques dans une collaboration qui est plus à distance, qui est plus éclatée, elle est aussi permise par des outils qui vont aider à la mise en relation de collaborateurs qui sont peut-être pour certains tous au même endroit et qui donc se voient, s'interpellent, se touchent en face à face, et de collaborateurs qui sont plus à distance, mais qui font malgré tout partie de l'équipe de manière tout à fait productive, efficace, et qu'il faut intégrer. Donc on va peut-être demain de plus en plus vivre dans des équipes qui sont entre le réel et le virtuel, entre des gens qui sont bien à côté de moi et des gens qui sont à distance. Et le numérique nous propose des moyens de vivre cette équipe un peu virtu-réelle de manière de plus en plus confortable. Alors aujourd'hui, évidemment, on a tous les systèmes de visioconférence. On a aujourd'hui une conférence que l'on incarne ici avec vous dans cette salle et puis avec d'autres personnes qui la voient en même temps que vous depuis leur ordinateur ou qui la reverront demain, après-demain ou dans 2 mois en replay, qui pourront la consulter sur l'écran de leur ordinateur, mais peut-être, pourquoi pas, sur l'écran de leur smartphone quand ils rentreront chez eux. Donc on voit bien qu'on a des modes de travail très différents. Alors le numérique nous propose, par exemple avec BIM, de se projeter dans l'écran d'un robot mobile, qui va vous permettre non seulement d'être en visioconférence dans une salle de réunion, mais si j'avais à côté de moi ce robot sur roulette, je pourrais partir dans les couloirs et les différents bureaux de votre immeuble et continuer ce dialogue à distance avec ce collaborateur téléporté dans ce robot sur roulette et donc vivre une expérience à distance plus mobile que celle d'une visioconférence classique. Donc on voit bien que la technologie accompagne une nouvelle manière de vivre cette distance. Alors, je suis à distance, je suis en mobilité, mais je suis en lien continu et permanent avec mon entreprise, avec des systèmes qui me permettent de faire des check-in automatique, permanent, où que je sois et quoi que je fasse. Alors évidemment, gardons à l'idée que ce check-in, c'est aussi une manière de contrôler où se trouve le collaborateur, ce qu'il fait, éventuellement à quelle heure il est arrivé, combien de temps il est resté sur tel site. Ça existe et il faut en parler, il faut savoir quelle attitude l'entreprise adopte par rapport à ce contrôle. Mais ce tracking, il peut être aussi évidemment au bénéfice du collaborateur. Par exemple, Google Maps Coordinate, c'est un logiciel qui permet de coordonner plus efficacement des équipes de maintenance qui sont sur la route. Alors, évidemment, chacun intervient dans des lieux différents, mais a sur son téléphone portable la géolocalisation de ses collègues qui sont proches de lui. Et puis, il sait quand ses collègues auront bientôt fini leur intervention. Et donc, s'il a besoin d'un coup de main, extrêmement rapidement, il peut décider d'appeler tel collègue plutôt que tel autre, soit parce qu'il est proche de lui et que donc il va arriver rapidement, soit parce qu'il a bientôt fini son intervention et que donc il a le temps de venir l'aider. On voit bien que de nouveaux modes de collaboration peuvent être augmentés de ces informations et de cette intelligence. NeoFace, c'est un logiciel de reconnaissance faciale qui va opérer pour vous un check-in complètement indolore, puisque vous n'avez plus besoin de sortir un badge de votre poche, vous n'avez plus besoin de vous présenter à l'entrée de votre entreprise ou de votre lieu de travail. C'est une caméra qui va vous reconnaître et donc vous ouvrir les portes du sérail. Et puis, vous êtes à mobile, vous êtes en situation de mobilité, vous êtes à distance de votre entreprise, de votre équipe, et l'on sait à quel point, pour chacun d'entre nous, il est très important de se rendre au travail pour aller retrouver la chaleur, la convivialité, l'entraide, la solidarité qu'il existe dans une équipe de travail. Et le monde numérique nous dit oui, c'est très bien, mais vous pouvez aussi
vivre une certaine forme de convivialité, de solidarité et d'entraide dans le monde virtuel grâce justement à ces communautés qui existent, qui sont performantes et qui vous mettent en lien les uns avec les autres. Alors avant de passer à la petite vidéo qui suit que je vais vous commenter, eToro est une plateforme de social banking. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui va vous aider en tant que particulier à faire des investissements en bourse. Et ce qu'elle vous propose, si vous êtes le néophyte complet des investissements en bourse, c'est de suivre un profil de trader qui vous plaît. Donc vous allez sur cette plateforme, vous avez une galerie de profils de traders. Alors ça peut être des traders tout à fait sérieux, tout à fait experts, professionnels, très institutionnels. Ça peut être aussi quelqu'un qui se présente avec un profil qui a des valeurs ou qui a une éthique ou qui a une opinion sur le sujet de l'investissement financier. Et cette personne, vous allez avoir un feeling, un fit avec elle. Vous vous dites, j'ai envie d'apprendre de son comportement, d'apprendre de la manière dont elle décrypte cet investissement bancaire. Et donc, je vais devenir un follower. Je vais rentrer dans ses pas. Et à chaque fois que ce profil que vous aurez vous-même choisi va faire une opération bancaire, vous allez automatiquement faire la même. Et c'est un nouveau mode d'apprentissage communautaire, de transmission de compétences, de savoir qui s'installe là sur ce réseau de social banking. Et puis, il y a une autre innovation que l'on aime beaucoup partager, qui est celle qui a été développée par Be My Eyes. Alors, Be My Eyes, c'est une association qui met en relation des personnes malvoyantes avec une communauté de personnes voyantes au travers d'une application smartphone. Alors, le problème d'une personne malvoyante, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations auxquelles elle n'a pas accès parce qu'elle ne voit pas et parce que l'information n'est pas disponible en braille. Par exemple, vous ouvrez la porte de votre frigo, il y a une brique de lait qui est déjà entamée, vous ne savez pas si vous pouvez encore la boire ou pas parce que vous n'avez pas accès à l'information sur sa date limite de consommation. Alors, que vous propose Be My Eyes ? Il propose à la personne malvoyante d'ouvrir son application et puis de filmer ce pack de lait. Et puis, sur le réseau, dans la communauté Be My Eyes des voyants, il y aura bien quelqu'un qui aura 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à consacrer parce qu'il a le temps à ce moment-là, parce qu'il est disponible, pour aider cette personne malvoyante et lui dire si la date limite de consommation qui figure sur sa brique de lait lui permet de consommer ce lait ou s'il doit la jeter. Ce qui se cache derrière ça, c'est évidemment la force d'un help communautaire qui est disponible en un clic, qui utilise la force de l'image, évidemment la culture de l'image dans le numérique est évidemment prépondérante, et qui va mettre en relation une foule de personnes. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre, quelque part, le saura et pourra consacrer 2 minutes à vous aider. Dans une équipe, au sein d'une entreprise, c'est évidemment une mécanique qui peut être extrêmement intéressante à mettre en œuvre, non seulement pour transférer les compétences d'un collaborateur à un autre, pour créer une dynamique, une synergie nouvelle, pour se donner des coups de main, savoir que même encore une fois à distance et en situation de mobilité, on n'est pas tout seul, on a accès à cette communauté au travers d'un usage très simple. Et puis, au-delà de la communauté, au-delà de la personne, vous avez aussi tout un tas d'applications qui sont de véritables assistants, des bons génies qui sont logés au fond de ma poche et qui vont m'aider à décoder le monde. Alors, l'une des applications que l'on aime bien montrer, c'est Photomat. Photomat, vous pouvez tout à fait le télécharger gratuitement sur votre smartphone si ça vous intéresse. C'est une application qui vous propose de résoudre une équation mathématique en la filmant. Donc vous ouvrez l'application, vous filmez l'équation mathématique qui se présente sur un livre ou sur le cahier d'exercice de votre adolescent et vous obtenez sa résolution immédiate. Alors vous obtenez sa résolution immédiate et si ça vous intéresse, vous obtenez évidemment toute la démarche mathématique qu'il a fallu suivre pour arriver à cette résolution. Donc on a 2 étapes dans un même, 2 pour le prix d'un. Soit vous avez besoin de la solution rapidement, in situ, en temps réel, tout de suite. Je suis un collaborateur, j'ai un problème, on me trouve une solution et je peux avancer.
hein, c'est efficace et c'est confortable pour le collaborateur. Si vous voulez évidemment rajouter un élan pédagogique à tout ça, vous lui proposez aussi de comprendre quel a été le raisonnement, hein, quelle a été la démarche de résolution de ce problème. Et donc là, vous rentrez dans un processus un peu plus pédagogique. Ça existe sur beaucoup de domaines. On avait sur la slide précédente MindMeld. MindMeld, c'est une application qui propose d'écouter la conversation entre, par exemple, un commercial et son client. Et donc, le logiciel écoute le dialogue qui est en train de se vivre entre un commercial et son client et va pousser auprès du commercial des informations qui sont directement opérationnelles en fonction de ce qui est en train de s'échanger entre lui et son client. Donc on voit bien qu'on a une assistance à un discours commercial, un dialogue entre un commercial et son client grâce à des intelligences artificielles. Et puis enfin, on pouvait craindre que le numérique nous enferme dans un monde complètement virtuel où on est tous enfermés dans sa chambre devant de multiples écrans numériques, qu'on ne parle plus à personne et qu'on rencontre plus personne. On voit bien que ce n'est pas le cas. Les usages numériques aujourd'hui créent du contact, créent de la mise en relation. On le voit avec Tinder, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une application de rencontres amoureuses qui vous permet de géolocaliser autour de vous de manière très efficace qui vous pouvez rencontrer dans les 5 minutes qui suivent. Mais en termes professionnels, on a des applications tout à fait sérieuses de ce type de logiciel. Par exemple, CoffeeWoo, c'est un logiciel qui vient se plugger sur le réseau social interne d'une entreprise, qui va donc avoir accès au profil de chacun des collaborateurs de cette entreprise et puis aussi aux sujets sur lesquels il est en train de travailler, aux différentes missions sur lesquelles il est en train de travailler. Et puis, il va proposer à des collaborateurs qui ne se connaissent pas. Pourquoi ? Parce que peut-être ils sont sur des sites différents, parce que peut-être ils sont dans de grands campus ou dans de grands immeubles à multiples étages et qu'ils ont peu de chances de se rencontrer. Ils vont proposer à des collaborateurs de se rencontrer autour d'un café pour échanger sur une thématique bien précise. C'est un moyen de créer du networking, de créer des rencontres, d'à nouveau créer des relations différentes auxquelles peut-être on n'avait pas accès, on n'a pas le temps, on ne pensait pas. Vous allez rencontrer des gens dans votre entreprise qui peuvent vous aider peut-être à travailler mieux, à travailler différemment, qui peuvent vous apporter des choses et vice-versa. Le numérique sert à cela également et c'est très important dans une entreprise dont l'enveloppe va peu à peu s'égrener, se disperser, s'éclater avec des collaborateurs mobiles, à distance et ponctuels. Je vais passer la parole à Guillaume pour cette deuxième dynamique. Voilà. On voit effectivement que le monde de l'entreprise a beaucoup à emprunter aux usages personnels, comme l'a montré effectivement Sandrine. Tout ça pour résumer effectivement une tendance sur laquelle on s'est beaucoup exprimé, qui est la tendance du cloud care, c'est-à-dire finalement comment on a, avec le numérique, un réseau qui est un réseau ressources qui veille sur nous, avec une frontière difficile effectivement entre la bienveillance et la surveillance, comme l'a souligné Sandrine. En tout cas, effectivement, des ressources qui sont à distance, des ressources qui sont automatisées et finalement de l'empowerment pour les individus, qui pose d'ailleurs au niveau purement de la société une question sur la fameuse question de la fracture numérique. Jusqu'ici, la fracture numérique, c'était ceux qui ont accès à l'information et ceux qui n'ont pas accès à l'information grâce à Internet. On voit effectivement que cette fracture peut être bien supérieure entre ceux qui ont accès à ces ressources et ceux qui n'ont pas accès à ces ressources. On va passer à la slide suivante. Dans cet environnement effectivement digitalisé, l'entreprise et les organisations vont vivre un certain nombre de chocs. Un premier choc effectivement qu'on formalise ici, c'est celui de la dimension d'entreprise open. Et globalement de tout ce qui est open, notamment l'open source que vous connaissez évidemment bien dans vos métiers. On voit effectivement que l'entreprise est appelée à s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Un exemple, par exemple, avec cette application OS Vehicle, où effectivement on voit aujourd'hui des constructeurs automobiles qui s'intéressent, visitent, s'implantent dans des Fab Labs
c'est le cas par exemple de Ford aux États-Unis, qui se dit on a probablement beaucoup à apprendre des makers, donc ceux qui fabriquent avec des imprimantes 3D tout un tas d'objets, parce qu'ils ont probablement une façon de travailler, une façon de produire, une façon de concevoir la production industrielle à petite échelle, qui est probablement riche d'enseignements pour les constructeurs automobiles, dont on sait qu'ils ont notamment une obligation, c'est de conserver pendant de longues années, je crois une dizaine d'années, un stock important de pièces automobiles pour les véhicules qui sont appelés à vieillir, et que ça représente effectivement une immobilisation d'actifs extrêmement important. Donc, premier choc effectivement d'organisation, c'est une entreprise qui est appelée à raisonner complètement en dehors effectivement de ses frontières sur des sujets aussi intimes que par exemple la production industrielle. Deuxième choc, c'est un choc de gouvernance où effectivement la hiérarchie, la mécanique institutionnelle de l'entreprise est mise à mal, notamment par la dynamique de communication. Un exemple avec Glassdoor, qui est effectivement ce site qui a été un peu controversé, qui a eu des pendants d'ailleurs en France, qui permet à un collaborateur de prendre la parole pour donner un avis sur son entreprise. C'est quelque chose effectivement de complètement nouveau pour l'organisation. Ça l'est un peu moins pour les consommateurs, puisque ça fait déjà quelques années que les clients prennent la parole sur des customer reviews type TripAdvisor, où effectivement on va commenter, on va mutualiser, on va partager des expériences de consommation dans des hôtels ou dans des restaurants. Alors, ça, effectivement, chamboule la communication des entreprises. Ça confronte une communication d'entreprise avec une réputation et des conversations qui sont faites par des clients à l'extérieur de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, eh bien, on retrouve exactement cette même problématique et ce même enjeu, avec cette prise de parole qui est une prise de parole libre, puisque finalement, si on doit résumer quelque chose d'important, c'est que ce que a le plus permis Internet, le web en tout cas, c'est de libérer la parole des individus, soit en tant que consommateur, soit en tant que collaborateur. Et puis, le choc que vit l'entreprise aussi, c'est un choc dans sa relation contractuelle avec ses collaborateurs. On a eu l'occasion de faire intervenir des juristes qui sont assez pointus sur ce sujet-là, qui montrent bien effectivement que le droit du travail n'est plus tout à fait adapté à la façon dont on travaille, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec un device qu'on transporte partout, des emails qui pénètrent notre vie privée, etc., etc. Donc, il y a effectivement une réflexion pour l'entreprise, c'est l'évolution d'un cadre réglementaire dans les relations entre un employeur et son employé. Et puis, au-delà même de cette relation, c'est des nouvelles formes de relations avec l'externalisation du travail, avec le micro-job, et notamment cet exemple de Click and Wall, qui effectivement est une application française, qui réunit une communauté de 50 000 clients, 50 000 consommateurs comme vous et moi, qui ont un téléphone portable. Et plutôt que d'envoyer sur des surfaces commerciales, en hypermarché, en supermarché, un collaborateur de l'entreprise pour aller vérifier sur le terrain que les produits sont bien implantés dans les rayons, pourquoi finalement on ne demanderait pas une communauté de clients qui de toute façon est sur place, qui est à proximité du magasin, qui a peut-être juste un détour de rayon à faire pour simplement aller prendre des photos du rayon et les envoyer à une marque pour lui dire à travers ma photo, vous pouvez voir effectivement que les shampoings sont bien implantés, que le nombre de facings de paquets de pâtes est bien celui qui a été convenu, que le produit n'est pas en rupture dans le rayon, etc., etc. Et ça, c'est une nouvelle forme effectivement de collaboration sur le micro-travail, qui est un sujet intéressant. On a vu Wonolo cette année, qui est une application qui propose effectivement dans un contexte différent la possibilité pour l'entreprise de faire appel à un libre service comme ça de compétences et de travailleurs en fonction de ses besoins. Et puis c'est un choc de business, au-delà des organisations. Aucun secteur d'activité n'échappe à une nouvelle forme de concurrence, en tout cas à la nécessité de devoir repenser, faire évoluer,
moderniser, on peut choisir le terme qu'on veut, effectivement son modèle économique. On a quelque chose de fondamental, c'est l'économie collaborative, qui est effectivement comment aujourd'hui des entreprises qui étaient des entreprises qui concevaient un service et qui apportaient un service sont confrontées à des offreurs de services qui sont des individus, qui sont des consommateurs et qui s'organisent entre eux effectivement pour se proposer des services. Un chiffre par exemple sur Airbnb, où effectivement la valorisation de Airbnb, si on en donne juste un chiffre par rapport à Accor, on est sur une valorisation de 10 milliards d'un côté pour un établissement, un groupe professionnel qui possède plusieurs milliers d'hôtels, je crois 4000 ou 5000 hôtels, qui a une valorisation de 2 milliards, face à un site qui organise des échanges ou de la mise à disposition de chambres et qui vient d'être valorisé à 25 milliards de dollars. Même si on peut discuter sur les éléments de valorisation, on voit bien effectivement qu'on est dans un changement de paradigme. Et ce choc de business, on peut le résumer à travers ces quatre points clés. Uber, la plus grande compagnie au monde de taxi, ne possède aucune voiture. Facebook, le média le plus populaire au monde, ne produit aucun contenu puisque les contenus sont produits par les usagers. Alibaba, qui est ce premier site de e-commerce au monde, qui est un site chinois, donc qui est le plus grand distributeur, ne possède aucun point de vente physique. Et puis Airbnb, donc le plus grand groupe hôtelier au monde, qui ne possède aucune chambre. Donc on voit effectivement ce choc business qui évidemment interroge l'entreprise. On a beaucoup parlé d'Uber avec les contestations face au traditionnel taxi. Et puis on voit effectivement qu'une révolution peut en chasser une autre, puisque maintenant on a dit que la société avait été uberisée. Et puis il y a une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain, que vous connaissez sans doute, qui est une technologie pour l'instant. Hein, c'est pas un usage, mais en tout cas une technologie qui est comparée en termes d'impact et en termes de promesse au protocole TCP/IP qui soutient évidemment Internet et sur lequel les usages du web se sont développés. Donc c'est-à-dire une promesse extrêmement forte, donc un protocole, un nouveau protocole de transfert de données, d'actifs, de valeurs, sécurisé, dans un système complètement décentralisé, sans aucune autorité centrale évidemment, qui promet effectivement de bouleverser, de transformer les modes de transaction, de transformer toutes les chaînes où on a besoin d'une traçabilité et qui propose par là même effectivement d'ubériser Uber, puisque je vous laisserai regarder sur Internet, mais certains chauffeurs de taxi aux États-Unis qui étaient des chauffeurs Uber, souhaitant lutter contre la suprématie d'Uber qui finalement détient un pouvoir extrêmement important sur ces chauffeurs, y compris de réglementation. Uber a décidé un jour de baisser les tarifs de 20%. Les chauffeurs ont donc perdu 20% de rémunération qui souvent étaient les 20% qui faisaient leur salaire une fois les charges payées. Un chauffeur a décidé de créer, grâce à la technologie blockchain, qui est une technologie disponible plus en open source, puisqu'elle est en open source, a décidé de créer Arcade City, qui est une autre façon de concevoir ce métier en s'affranchissant d'une autorité centrale, en l'occurrence Uber. Donc les technologies, une technologie en chasse une autre, et l'entreprise doit effectivement adapter son business et ses organisations, et dans ces organisations, ses compétences à ces évolutions. Je redonne la parole à Sandrine qui va conclure sur finalement ce qu'on a dessiné chez NetExplo, qui est une entreprise qu'on a appelée une entreprise cloud. C'est donc un scénario d'entreprise que l'on propose. On ne prétend pas que l'entreprise va évoluer forcément comme ça demain, mais ce scénario a pour objectif effectivement de vous amener à vous questionner, à réfléchir si ce type d'entreprise est une entreprise qui constitue pour vous un progrès ou une régression.
Alors, maintenant qu'on a bien planté le décor, on vous propose effectivement une vision de ce que pourrait être l'entreprise de demain. Évidemment, tout reste encore à dessiner, à construire, mais c'est un sujet peut-être de réflexion, de dialogue entre vous, et c'est encore une fois à chacune des entreprises bien de faire son chemin. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, c'est bien entendu ceux qui l'utilisent qui en feront ce qu'elle est. Alors, avant de parler de cette entreprise cloud, un rapide détour vers notre héritage. Rappelons-nous d'où nous venons. Cet héritage, on l'hérite directement du 19e siècle et du début du 20e siècle, puisqu'il s'agit d'une entreprise qu'on pourrait qualifier d'une entreprise termitière. Alors, vous voyez à quoi ressemble une termitière. Si finalement on affiche à quoi ressemblent les tours de la Défense, on voit qu'il y a des similitudes qui sont assez frappantes. Et finalement, on peut se demander si on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Alors, évidemment, nos entreprises à nous sont tout à fait modernes, elles sont extrêmement contemporaines, elles sont pour certaines extrêmement jolies, mais elles fonctionnent tous derrière de la même manière. C'est-à-dire que vous conviez un grand nombre de collaborateurs à venir vous rejoindre tous les jours, tous à la même heure, pour en repartir, tous à la même heure, et pour s'installer. Alors évidemment, sur des chaînes de production industrielle, on comprend que ça puisse être problématique de fonctionner autrement, encore que néanmoins. Mais dans nos activités tertiaires, c'est la même chose avec nos grands open space. On s'installe tous à des bureaux sous l'œil bienveillant de notre contremaître ou manager qui va s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde est bien là et que tout le monde est bien à son travail. Donc on est là finalement dans des enveloppes qui peuvent être tout à fait modernes et d'avant-garde. On est là finalement dans une gestion des ressources humaines au sens très large, dans un mode de collaboration qui est hérité de notre entreprise industrielle du 19e siècle. Alors, rappelons que cette mode de gestion des ressources humaines, elle est assez hiérarchique et assez descendante. On a une hiérarchie pyramidale avec une information qui circule plutôt de haut en bas que de bas en haut, qui s'impose un peu de manière uniforme à tout le monde dans une communication assez standardisée et de manière plus ou moins impérative et autoritaire. Vous voyez bien que là, on n'est pas du tout dans une culture digitale. La culture digitale, c'est chaque individu qui décide d'aller chercher une information ou pas, qui veut que cette information lui soit personnalisée et contextualisée au moment où il l'appelle. Donc évidemment, tout ça, c'est aussi un choc culturel majeur qui va proposer peut-être de nouvelles manières de collaborer. On le voit aussi dans les systèmes de formation. Tout, évidemment, pour une entreprise, il est très important de s'intéresser à la formation de ses collaborateurs, cette formation continue. Aujourd'hui, on propose quoi à un collaborateur ? De s'arrêter de travailler pendant 2 heures, une demi-journée, une semaine, 3 mois, et puis d'aller à l'école, entre guillemets, de rejoindre une classe, en tout cas un professeur qui va lui asséner, comme je le fais en ce moment même, un contenu et qui va lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles formations. Évidemment, Internet propose de se former complètement différemment. On le voit bien avec nos jeunes enfants qui apprennent à faire un gâteau, à lasser leurs chaussures, à résoudre un exercice de mathématiques avec des applications, avec des copains sur Internet en communauté, de manière complètement différente. Là encore, ça demande à l'entreprise de repenser la manière dont elle doit former, collaborer, gérer les compétences de ses collaborateurs. Et donc, on imagine que la culture numérique et tous les outils qui viennent nourrir cette culture et ces nouveaux usages vont proposer une entreprise beaucoup plus digiflexible, beaucoup plus flexible, beaucoup plus fluide. Nous, on l'a baptisé cloud. On pourrait lui trouver beaucoup d'autres noms d'oiseaux. En tout cas, une entreprise beaucoup plus légère et qui va permettre de laisser à chacun la liberté de vivre au mieux sa mission au moment où elle se présente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise cloud ? C'est une organisation qui est de plus en plus dématérialisée. Pourquoi faire venir 5000 individus dans une tour à la Défense ou ailleurs au même moment pour les mêmes jours de toute l'année? Alors évidemment, il y a des impératifs de collaboration ensemble, mais peut-être qu'on peut réinventer les choses autrement. Et puis surtout, puisqu'on est ici pour parler de management, on est dans un management à l'ère digitale qui doit être extrêmement
flexible et en temps réel, parce que nourri d'une analyse des données in situ, en temps réel, qui doit être extrêmement individualisé. Quand on parle à un collaborateur, eh bien, on n'utilise pas tout à fait les mêmes contenus et les mêmes mots que quand on s'adresse à son voisin. On est là dans la culture de l'individualisation de l'information, dans l'interactivité aussi. On est là pour dialoguer avec les collaborateurs et pas simplement pour transmettre une information sur laquelle on ne leur demande aucune réaction. Et puis évidemment, on peut augmenter cette relation managériale par des logiciels experts, des intelligences artificielles qui vont venir seconder, aider les collaborateurs et leurs managers à travailler autrement. Les ressources humaines qui vont devoir être managées, eh bien, ce sont moins des équipes qui sont toujours les mêmes, extrêmement sédentaires et qui se rencontrent tous les jours. Ça va être de plus en plus des équipes, des espèces de commandos à géométrie variable qui vont travailler pour certains à distance ou en mobilité, qui vont venir apporter leur contribution à une équipe projet pendant un temps qui peut être extrêmement court. Donc on peut avoir des gens qui viennent travailler dans l'équipe pour des moments très éphémères, mais comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on les connaît, comment est-ce qu'eux nous connaissent aussi. C'est une autre manière de gérer la collaboration, les équipes, qui sont de plus en plus modulaires et éphémères. Et ça s'est rendu possible aussi grâce aux nouveaux usages numériques. Donc ce qu'on propose, peut-être avec le numérique, c'est de passer de cette fameuse termitière, finalement très implantée, assez immobile et pyramidale, à une ruche. Une ruche, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté d'abeilles qui sont extrêmement fidèles à leur ruche, qui sont extrêmement attachées à leur ruche, qui travaillent pour elles avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'intérêt, mais qui, par ailleurs, sont capables de partir loin, longtemps, de leur propre chef pour aller chercher les pollens qui lui paraissent les meilleurs à des endroits divers et variés. Donc peut-être que cette entreprise cloud se rapproche de la ruche et s'éloigne de cette entreprise termitière. Alors, évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Nous n'avons pas les réponses, elles sont passionnantes à essayer de trouver, et c'est sans doute, encore une fois, aux ressources humaines dans les entreprises et à tous les collaborateurs d'une entreprise de participer à cette réflexion. On passe d'une entreprise du rassemblement, comme on l'a vu, à une entreprise qui fonctionne comme un réseau. Avec, si on pousse évidemment le très très loin, à devoir coordonner une myriade d'électrons libres qui sont disséminés sur tout le territoire, voire sur toute la planète. Donc évidemment, ça pose des questions. Comment est-ce qu'on gère ce réseau d'électrons libres ? On passe d'un mode de collaboration, un mode de management en face à face. On est une équipe, on est tous au même endroit. Moi, manager, j'ai devant moi, à côté de moi, mes collaborateurs directs, j'y tiens beaucoup. Et demain, je vais voir se déconstruire ce face-à-face quotidien ou quasi quotidien avec mon équipe et avec mes collaborateurs. Donc, comment organiser cet nouveau mode de management et de collaboration à distance, digitalisé, avec un intermédiaire qui devient numérique pour cette prise de contact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demain que ces relations humaines qui sont digitalisées, qui sont virtualisées, est-ce qu'on court le risque d'avoir des relations de plus en plus froides, de plus en plus distantes, de plus en plus désolidarisées ? Ça pose énormément de questions sur la motivation, sur la fidélité à la marque employeur, sur l'appartenance à une équipe, qui est évidemment très importante. Comment est-ce qu'on fait pour enrichir ces contacts numériques de tout ce contenu chaleureux, convivial, de motivation et de facilité ? L'entreprise, elle était jusqu'à présent encadrée par des personnes humaines qui personnifiaient cet encadrement et qui permettaient de le vivre. La formation était dispensée beaucoup par de l'humain. Ce que nous propose l'entreprise cloud et la culture digitale, c'est finalement de déléguer, pourquoi pas tout ou partie, plus probablement, de cette formation et de cet encadrement à des logiciels experts, à des objets connectés, à vos devices qui vont pouvoir savoir, selon votre profil, selon le contexte dans lequel vous travaillez, identifier vos besoins
et vous les fournir immédiatement au travers d'applications. Là encore, ça pose une question. Dans la mission d'encadrement, de management ou de formation, quelle est la part que l'on va donner, laisser au numérique, aux intelligences artificielles, et quelle est la part que l'on va évidemment conserver à la main du manager ou de l'humain. L'encadrement humain, par exemple, certains de ses détracteurs pourront dire qu'il est extraordinairement subjectif et que finalement une évaluation qui est uniquement incarnée par un homme peut être tout à fait subjective. Et donc certains peuvent dire finalement peut-être qu'un logiciel expert bien fichu pourrait m'évaluer de manière plus rationnelle. Il faut encore répondre à la question de qui a programmé le logiciel en question. Et là, à nouveau, on a une part de subjectivité majeure, mais je ne vous apprendrai rien avec tout ça. Donc la question, c'est évidemment comment gérer cette entreprise cloud. On a, et je terminerai avec ça, 4 enjeux, peut-être 4 questionnements à vous proposer. Il faut se réinventer la notion du collectif, évidemment toujours en se posant les questions de quid de la loyauté, quid de la fidélité à cette marque employeur qui nous pousse à venir travailler pour notre entreprise et surtout à ne pas changer de travail et d'entreprise tous les 6 mois. Et comment est-ce qu'on crée de l'identité, y compris avec des gens qui sont à distance et y compris avec des gens qui ne sont là que ponctuellement. Autre enjeu, il faut probablement réinventer la manière dont la coordination RH est sensible à la fois au savoir-faire professionnels compétents qui sont incarnés par les diplômes, qui sont incarnés par les statuts hiérarchiques classiques que l'on utilise pour savoir si telle personne est experte ou compétente pour remplir tel poste, à confronter à la culture numérique qui va dire mais peu importe finalement votre diplôme, peu importe votre expérience, si vous êtes passionné par un sujet, prenez la parole et peut-être demain devenez un leader sur les réseaux sociaux. Et ce leader, finalement, il peut tout à fait se loger dans une personne qui n'a pas suivi les bonnes écoles ou qui n'a pas eu le bon parcours professionnel. Donc, ouvrez-vous, en interne comme en externe, à ces nouveaux leaderships numériques. Il faut aussi se dire que la motivation à se réinventer, à se transformer dans nos process et nos méthodes digitales, elle passe par une réinterprétation de l'organisation de l'entreprise, mais aussi par une compréhension de ce que chacun des collaborateurs qui composent l'entreprise a comme besoin, comme attente de bénéfices, d'usage de ces nouveaux outils numériques. Trop souvent, quand on parle de transformation digitale dans l'entreprise, on parle beaucoup de business, on parle éventuellement de process et de méthodes, mais on oublie de parler à chacun d'entre nous des bénéfices d'usage au travail, tout à fait personnel ou collectif à l'échelle de son équipe, qu'il va pouvoir gagner à cette transformation digitale. Et puis enfin, dernier enjeu, avant de m'arrêter, la gestion des ressources humaines dans cette entreprise devrait probablement évoluer d'une culture plutôt pyramidale, hiérarchique, avec une autorité descendante, à une culture plus proche de ce que nous pouvons vivre dans nos vies privées ou de consommateurs avec la culture numérique, une culture transversale, peer-to-peer, où le leadership est avant tout issu de votre capacité à embarquer avec vous des gens autour d'un sujet qui vous intéresse, plutôt, encore une fois, que de s'inscrire dans une hiérarchie finalement assez immobile et écrite à l'avance que nous proposent aujourd'hui certaines de nos entreprises. Voilà, encore une fois, ce sont des enjeux, ce sont des pistes de réflexion. Il ne s'agit pas de dire que demain on va vers ça, il ne s'agit pas de dire que c'est souhaitable ou pas souhaitable, il s'agit juste d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et de réfléchir là-dessus, de discuter là-dessus et peut-être d'expérimenter chez vous toutes ces pistes. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je crois que Guillaume et moi-même pouvons tenter d'y répondre. Sinon, vous voilà soufflé. Oui, on peut tout à fait la partager, donc on l'adressera. On vous l'adressera, hein ? Tout à fait. Oui. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre attention. Et puis, merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous ont suivis à distance.
Merci à tous. Au revoir.